Nous sommes en guerre. Deshalb friedfertig sein! Il y a quelques centaines de milliers d'années, l'homme n'était presque rien. Il marchait sur cette même terre. Il chassait pour survivre, fabriquait des outils avec des pierres et cherchait un abri lorsque venait la nuit. Il ne connaissait ni les villes, ni les États, ni les religions, ni les sciences. Il ne savait pas qu'un jour, ses descendants construiraient des cathédrales, des empires, des bombes, des ordinateurs, poseront leurs pieds sur la Lune et créeront l'intelligence artificielle. Et pourtant, quelque chose était déjà là, l'homme. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement d'être un homme? Est-ce notre intelligence, notre conscience, notre capacité à parler, à créer, à croire? Ou bien, n'y a-t-il derrière tout cela qu'un animal devenu suffisamment complexe pour se raconter une histoire sur lui-même? Car depuis qu'il existe, l'homme cherche à répondre à une question qu'il ne peut jamais entièrement résoudre. Qui sommes-nous? Et peut-être plus inquiétant encore, sommes-nous réellement ce que nous croyons être? C'est à cette question que tente de répondre mon premier livre, Deus Ex Machina. Mais ce livre ne part pas d'une réponse. Il part d'un constat. Le constat que nous vivons un moment singulier de l'histoire humaine. Pendant des siècles, l'homme a vécu dans un monde qu'il croyait ordonné par quelque chose qui le dépassait. Dieu, la nature, la tradition, la communauté, la morale, autant de structures qui donnaient à l'existence une direction, une limite, parfois même un sens. Mais ces structures se sont progressivement fissurées. Dieu s'est retiré. Et avec lui, ce ne sont pas seulement les religions qui ont été remises en question, mais une certaine conception de l'homme s'est effondrée. L'homme moderne s'est alors retrouvé face à lui-même. Il a voulu devenir libre. Il a voulu se débarrasser de ses anciennes contraintes, comprendre la nature, maîtriser son environnement et finalement se comprendre lui-même. Et il y est parvenu, au moins en partie. Nous avons appris à observer notre cerveau, à modifier notre corps,
à séquencer notre ADN, à calculer nos comportements. Nous avons construit des machines capables de traiter des quantités de données qu'aucun être humain ne pourrait assimiler seul. Nous avons même commencé à construire des machines capables de produire du langage, des images, des raisonnements. Et quelque chose d'étrange est alors apparu. Plus nous cherchons à comprendre l'homme, plus la frontière qui semblait autrefois le séparer du reste du monde devient difficile à tracer. Qu'est-ce qu'une pensée, si elle peut être décrite comme un processus biologique? Qu'est-ce qu'une décision, si elle est déterminée par une succession de causes qui nous échappent? Qu'est-ce qu'une conscience, si elle n'est finalement qu'une propriété émergente de la matière? Et surtout, qu'est-ce que l'homme? Lorsque la technique devient capable de modifier ce qui faisait autrefois de lui un homme. C'est à partir de ces questions que Deus Ex Machina tente de parcourir notre histoire. Pas comme une histoire linéaire du progrès humain, mais comme une transformation progressive de notre manière de concevoir l'homme. De Gilgamesh à Prométhée, de la religion à la science, de Dieu à la machine, du déterminisme biologique aux algorithmes, de l'homme qui subissait son destin à l'homme qui prétend désormais pouvoir le fabriquer lui-même. Le livre traverse ainsi plusieurs disciplines: la philosophie, l'histoire, la biologie, les neurosciences, l'économie et la politique. Non pas pour les juxtaposer, mais pour essayer de comprendre ce qui se joue derrière elles. Une transformation beaucoup plus profonde de notre rapport à nous-mêmes. Car peut-être que la véritable révolution de notre époque n'est pas technologique. Peut-être qu'elle est anthropologique. Nous sommes peut-être en train de passer d'une époque où l'homme cherchait à comprendre le monde à une époque où il cherche à se modifier lui-même. Et cette transformation pose une question que nous avons encore très peu d'habitude de poser. Si nous devenons capables de modifier notre propre nature, qu'est-ce qui nous empêche de modifier jusqu'à la définition même de l'homme? C'est là que commence véritablement Deus Ex Machina. Ce livre est une tentative de regarder cette transformation en face, de remonter aux origines de nos croyances, de certaines de nos institutions et de certaines de nos illusions, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Parce que nous sommes peut-être à la veille d'un changement dont nous ne mesurons pas encore les conséquences. L'homme a toujours voulu dépasser ses limites. Il a d'abord invoqué les dieux, puis invoqué la raison. Aujourd'hui, il invoque la machine. Mais si la machine devient capable de nous dépasser, une dernière question demeurera. Que deviendra l'homme lorsqu'il ne sera plus la créature la plus complexe qu'il connaisse? Et peut-être alors faudra-t-il enfin se demander si l'avenir de l'homme consiste réellement à devenir autre chose que lui-même. Deus Ex Machina est une tentative de répondre à cette question. Ou, peut-être plus honnêtement, de comprendre pourquoi nous avons commencé à nous la poser. L'histoire de l'homme commence pourtant de manière beaucoup moins grandiose. À l'origine, il n'y a ni Dieu, ni État, ni morale, ni civilisation. Il y a un animal, rien qu'un animal. Un animal soumis aux mêmes nécessités que les autres. Se nourrir, se reproduire, éviter la mort. Et pourtant, quelque chose va progressivement le distinguer. L'homme apprend à utiliser ce qui l'entoure. Il façonne la pierre,
maîtrise le feu, chasse en groupe. Il ne se contente plus de s'adapter à son environnement. Il commence à adapter son environnement à lui. C'est peut-être là que commence véritablement l'histoire humaine. L'homme devient capable de transmettre ce qu'il apprend. Une génération ne commence plus exactement là où la précédente s'était arrêtée. Elle hérite de ses outils, de ses techniques, de ses récits et de ses croyances. Alors, quelque chose apparaît, la culture. L'homme ne vit plus seulement dans un environnement naturel. Il commence à vivre dans un monde qu'il a lui-même construit. Puis viennent les premières grandes sociétés. L'agriculture transforme profondément son existence. L'homme se fixe, cultive la terre, accumule les ressources. Il ne dépend plus seulement de ce qu'il peut trouver ou chasser. Il produit. Et avec cette production apparaissent de nouvelles formes d'organisation. La propriété, la hiérarchie, le pouvoir, la guerre, l'État. L'homme, qui était autrefois un animal perdu parmi d'autres, devient le membre d'une société organisée. Mais cette transformation ne concerne pas seulement une existence matérielle. L'homme commence aussi à chercher une explication à ce qui l'entoure. Il regarde le ciel, il voit les astres, les saisons, la naissance, la maladie et la mort. Et là où il ne comprend pas, il imagine. Il donne des noms aux forces qui le dépassent. Il crée les dieux. La religion devient alors l'une des premières grandes constructions intellectuelles de l'humanité. Elle permet à l'homme de donner un ordre au monde, de donner un sens à sa propre existence et de penser ce qui se trouve au-delà de lui. L'homme devient alors un animal qui ne se contente plus de vivre. Il veut comprendre pourquoi il vit. Les civilisations apparaissent, les empires s'élèvent, l'écriture permet de conserver la mémoire. Les lois organisent les sociétés. La philosophie commence à interroger les croyances elles-mêmes. Et peu à peu, l'homme ne cherche plus seulement à expliquer le monde par les dieux. Il cherche à le comprendre par la raison. Mais l'histoire humaine n'est pas une progression parfaitement linéaire. Les civilisations naissent, grandissent, se transforment et disparaissent. L'Empire romain s'effondre. Mais son effondrement n'est pas simplement une disparition. Une civilisation se transforme. Ce qui disparaît laisse derrière lui des institutions, des langues, des croyances et des idées qui vont être reprises ailleurs. Et parmi ces idées, une nouvelle conception de l'homme va prendre une place immense. Le christianisme. Le christianisme transforme profondément le rapport de l'homme à Dieu, au monde et à lui-même. L'homme n'est plus seulement un citoyen d'une cité ou un sujet d'un empire. Il devient une personne placée devant Dieu. Mais cette universalisation produit quelque chose de nouveau. Les frontières politiques deviennent secondaires face à une communauté qui prétend dépasser les peuples et les empires. Pendant des siècles, l'Europe va ainsi se construire autour d'une conception du monde. Puis, quelque chose commence à changer. L'homme découvre progressivement qu'il peut comprendre le monde sans nécessairement passer par la religion. La science moderne apparaît. Copernic déplace la Terre au centre du cosmos. Galilée observe le ciel. Newton transforme notre compréhension de la nature. Et avec la science, une idée nouvelle s'impose progressivement. Le monde peut être décrit par des lois. Des lois autres que les lois de Moïse. Ce qui semblait autrefois mystérieux devient calculable. La nature cesse progressivement d'être seulement un ordre à contempler. Elle devient quelque chose que l'homme peut connaître, prévoir et finalement maîtriser.
Puis vient la révolution industrielle. Et là, le changement devient encore plus profond. L'homme ne se contente plus de comprendre la nature, il la transforme à une échelle jamais atteinte auparavant. La machine multiplie sa force, elle accélère sa production, elle transforme les villes, les économies et les sociétés. L'homme entre dans une nouvelle époque, celle de la technique. Et la technique finit par produire un paradoxe. Plus l'homme devient puissant, plus il devient capable de transformer le monde. Mais plus il transforme le monde, plus il transforme aussi les conditions de sa propre existence. Il invente des machines pour dépasser ses limites physiques, puis des outils pour dépasser ses limites intellectuelles. L'électricité, l'informatique, Internet, les algorithmes et finalement l'intelligence artificielle. À chaque étape, l'homme repousse un peu plus loin la frontière de ce qu'il pensait être exclusivement humain. Sa mémoire peut être externalisée. Son calcul peut être effectué par des machines. Son langage peut être reproduit. Son comportement peut être analysé et prédit. Son corps peut être modifié. Son génome peut être manipulé. Et l'homme arrive ainsi dans un moment singulier de sa propre histoire. Pendant des millénaires, il a cherché à transformer le monde. Désormais, il possède les moyens de se transformer lui-même. C'est peut-être cela, au fond, la véritable histoire de l'homme. Un animal qui commence par subir son environnement, puis qui apprend à le modifier, qui invente des outils, qui invente des sociétés, qui invente des dieux, qui invente la raison, qui invente la science, qui invente la machine. Et qui finit par découvrir que l'objet qu'il peut désormais modifier au plus profondément n'est d'autre que lui-même. L'histoire de l'homme pourrait donc être l'histoire d'un dépassement progressif du monde naturel vers le monde artificiel, de l'adaptation vers la transformation, de la nature vers la technique, et peut-être, demain, de l'homme vers quelque chose qui sera plus tout à fait l'homme. Car si toute l'histoire humaine peut être comprise comme une succession de dépassements, il reste une question que nous n'avons jamais eu à affronter. Que se passe-t-il lorsque l'homme devient capable de dépasser sa propre nature? Et si l'homme a toujours été une créature en devenir, alors peut-être que la question n'est plus seulement de savoir ce qu'il est, mais de comprendre ce qu'il va devenir. Je vous remercie.